L'avenue Sayo, dans son tronçon compris entre Kassavubu et Bumbu, mérite d'être asphaltée pour désengorger l'avenue du 24 vers Selembao et pour désenclaver les communes de Bumbu et de Makala. Un SOS vient d'être lancé par les habitants de ce coin. Dans ce journal, je vous amènerai dans le Lualaba où 230 enfants sont sortis des mines et carrières pour leur réinsertion sociale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais, l'avenue Sayo, dans son tronçon compris entre Kassavubu et Bumbu, mérite d'être asphaltée pour désengorger l'avenue du 24 vers Selembao et pour désenclaver les communes de Bumbu et de Makala. Un SOS vient d'être lancé par les habitants de ce coin. Depuis plus de 3 mois, les habitants de la commune d'Ngiringiri, plus précisément les usagers de l'avenue Sayo, continuent de fixer leur regard sur les tonnes de caillasses alignées sur cette avenue. Ces matériaux seraient destinés aux travaux de réhabilitation de cette voie dont la dénomination rappelle à la mémoire collective la bravoure des troupes belgo-congolaises sur l'armée allemande, japonaise et italienne durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. L'initiative appartient en propre à un député élu de cette partie de la circonscription électorale de la Funa. Plus cette perspective tarde à venir, plus les interrogations fusent ici et là sur la nature des obstacles qui empêcheraient le début des travaux. Et quand on pense déjà au retour des Dames de la pluie, on devine alors l'ampleur du calvaire auquel la population sera contrainte de faire face, car elle se rappelle de l'état dans lequel se trouve cette avenue pendant la période pluvieuse. Fait-on semblant sur l'avantage que représente cette avenue sur les plans des décongestionnements des avenues ex-24 novembre et Kassavubu aux heures de pointe. C'est une route provinciale importante qui devrait se trouver à l'agenda des priorités de la ville. La population veut croire à la volonté politique des autorités. 230 enfants sont sortis des mines et carrières dans la province du Lualaba. Un programme de réinsertion a été mis sur pied avec l'accompagnement du gouvernement de la République et des partenaires sociaux. Oscar Mbalkaïch. Ils sont au total 230 enfants à être sortis des mines et carrières. Ces enfants, arrachés de l'affection de leurs parents à la quête de survie, bénéficient de l'accompagnement du gouvernement du Lualaba et de l'organisation non gouvernementale Pacte Congo. Ces enfants vont apprendre ainsi un métier pour leur insertion sociale. Au cours de cette double cérémonie de clôture des activités du cycle d'épargne et du programme WOF, il a été question de passer en revue ces vastes programmes de réinsertion. Notre action doit être comprise comme une contribution parce que la problématique est grande. Les programmes des activités menées par Pacte Congo, avec l'appui des officiels congolais, a atteint ses objectifs. L'objectif, comme on l'a dit, et qui est très affiché, nous sommes très déterminés, c'est d'avoir 0 enfant dans les mines. C'est très ambitieux, mais pourtant c'est cela que nous voulons. Parce que nous pensons que la place de l'enfant n'est pas dans les mines, mais c'est plutôt à l'école, c'est plutôt peut-être sur un terrain de jeu. Et donc nous voulons créer un environnement qui va leur permettre de s'épanouir. La commissaire générale du gouvernement provincial de Lualaba aux affaires sociales, Nathalie Ngandou, a invité les bénéficiaires à développer plus de stratégies pour leur autonomisation. La remise des kits de réinsertion et des fonds aux meilleurs épargnants ont clôturé cette cérémonie. Que les réformes soient réalisées au sein des institutions à propos de la dynamique pour la consolidation des acquis à l'issue de leur entretien avec le Premier ministre. Sylvestre Ilunga était également avec les membres de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale en mission de contrôle à la DGDA. Cette pratique continue à faire du mal à la collecte de recettes publiques. En RDC, la douane se contente du régime déclaratif de l'opérateur économique pour établir la valeur transactionnelle. Les abus sont constatés dans l'octroi des exonérations, les compensations sont à réduire, les infrastructures douanières à construire à des postes frontaliers, les droits de sortie des produits miniers
et bien d'autres. Voilà quelques-unes des observations faites par la mission du contrôle budgétaire exercice 2020 auprès de la DGDA sous la conduite du député national Constantin Benguele. Mission effectuée par les membres de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale. Nous avons fait un certain nombre de constats. Nous avons pensé qu'à mi-parcours, il était normal que nous voyions le Premier ministre pour lui faire part d'un certain nombre de constats, de préoccupations que nous avons soulevées. Il est vrai que la primeur de notre rapport est réservée au bureau de l'Assemblée nationale, mais le Premier ministre, en tant que chef de gouvernement, nous devions nécessairement avoir son implication dans la suite de ce processus. Le Premier ministre a été très attentif. En fait, ce sont des problèmes récurrents, c'est un constat, c'est des préoccupations que lui-même connaît déjà. Non seulement en tant que Premier ministre, mais en tant que professeur d'université, économiste, de surcroît. Donc, c'est des problèmes qu'il connaît et il nous a félicités de voir que la représentation nationale a fait un bon travail et a vraiment mis le doigt dans la plaie pour nous faire prendre conscience et continuer à travailler dans le sens d'amélioration des recettes. Des institutions adaptées à nos valeurs et à nos réalités. C'est le nerf central de la démarche de ce groupe qui veut s'appeler Dynamique pour la consolidation des acquis démocratiques d'INACAD. Conduits par le professeur Mampouya, ils sont venus partager cette vision avec le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Il faut que les institutions de l'État démocratique moderne soient adaptées à nos réalités et à nos valeurs, pour que ces institutions soient intériorisées par tout le monde, y compris par les politiciens qui ne les ont pas encore intériorisées, qui les considèrent comme un tremplin, mais qu'ils considèrent comme les citoyens eux-mêmes aussi devront considérer que les institutions sont les voies par lesquelles leurs problèmes sont résolus, leur vie est prise en charge par l'État, et c'est la raison d'existence même de l'État. Donc il faut que l'État soit réformé de manière à être performant, stable et performant. Nous indiquons là, pour ce qui concerne la coalition, les conditions de stabilité et de performance de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Un État qui se réforme évite l'inertie et se mesure aux obstacles. La vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Mounembwe, vient de lancer l'atelier de l'entrepreneuriat des femmes de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. La situation difficile que traverse le monde a imposé une large majorité de l'opinion à considérer l'entrepreneuriat comme une voie indispensable pour subvenir aux besoins du quotidien. En République démocratique du Congo, il est prouvé que les femmes sont celles qui entreprennent le plus, bien que plusieurs soient encore dans l'informel. Au cours de cet atelier, présidé par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembwe, les femmes entrepreneurs venues de plusieurs horizons ont été sensibilisées sur les réformes opérées par le gouvernement dans le cadre de l'indicateur paiement de taxes et impôts. Une sensibilisation axée sur les mesures fiscales incitatives prises en faveur des petites et moyennes entreprises. S'il n'y avait pas la femme qui s'organise, et malheureusement elle s'organise dans l'informel, vous connaissez la situation de notre pays. Mais là, nous pensons que si on organise la femme, on l'amène dans le formel, elle pourra s'organiser, organiser son entreprise, et aussi l'État pourra avoir des moyens pour pouvoir planifier le développement de notre pays. Ces femmes ont également été outillées par la connaissance des taxes, impôts, droits et redevances à payer à l'État dans l'exercice de leurs activités. Tenu à Rotana Hotel, cet atelier a été organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements avec l'appui financier de la CFF. Ils ont examiné les voies et moyens d'accroître les recettes après la COVID-19. Les ministres des Finances, Sele et Alagouli, étaient avec les responsables des régies financières. Guy Matuntu nous en dit plus. Il était question d'évaluer les recommandations de la réunion des mobilisations de recettes et des réalisations du mois d'août. Il ressort de cette séance de travail que toutes les régies financières ont atteint leurs assignations dans la mobilisation de recettes qui obéissent à un cycle de recouvrement. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises au plus haut niveau par le président de la République
avec le secteur minier, avec le secteur cimentier, avec, disons, la corporation des entreprises du Congo, l'AFEC. Et il faut faire le suivi de ces mesures. Deuxièmement, il faut aussi dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises par le gouvernement dans le cadre de la mitigation des effets pervers du Covid. Ces mesures ont été levées à la fin du mois de juillet. Donc, il faut maintenant commencer à voir quelle est la tendance des recettes après la levée de ces mesures. Et je peux confirmer que les recettes sont en nette croissance par rapport au mois d'août. Sélé Yalagouli a promis de solutionner les cas de nombreux agents de ces 3 régies financières qui travaillent depuis sans être payés. De problèmes relatifs aux ressources humaines. Je prends à la DGDA, à la DGRAT, il y a énormément d'effectifs, des agents qui travaillent pour l'État depuis des années, mais qui ne sont pas reconnus au travers d'un numéro matricule. Donc ce sont ces questions que nous sommes en train de résoudre progressivement avec les syndicats. Cette rentrée consacre au ministère des Finances la reprise de réunions hebdomadaires d'évaluation des recettes. Une nouvelle pour la Fondation Denise Nyakirou. C'est une promesse qui devient de plus en plus une réalité très palpable. Nous venons de l'apprendre que les 10 finalistes bénéficiaires de la bourse du programme Excellencia première édition quittent Kinshasa, la capitale de la RDC, pour Paris en France. Les élèves futurs étudiants sont en ce moment à l'aéroport international d'Indjili en attendant l'embarquement des réguliers Air France. Avant leur départ, ils ont été reçus par la première dame Denise Nyakirou Tshisekedi, initiatrice de ces programmes. L'épouse du chef de l'État leur a rappelé les principes de la réussite durant leur cursus, tout en martelant sur le respect des gestes barrières en cette période de crise sanitaire mondiale. Très respectifs, ces lauréats ont promis d'y veiller et surtout de bien travailler pour l'honneur à la première dame et de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre consoeur Naïcha Nkiala. La traque des détournements des deniers publics est lancée. L'inspection générale de finances s'associe à l'inspection générale de la police judiciaire. Cédric Enina. Détourneurs et fraudeurs n'auront plus leur place au sein d'une société qui prône l'intégrité. L'inspection générale des finances et l'inspection générale de la police judiciaire vont devoir agir en synergie contre ces réseaux mafieux qui saignent à blanc les ressources de l'État. Les 2 services étatiques représentés par les 2 responsables au plus haut niveau ciblent également les exonérations fantaisistes. On va mettre nos énergies ensemble pour essayer de contrarier la haute pègre qui écume nos institutions. Vous savez qu'il y a assez d'évasion fiscale et cela ne permet pas que notre budget puisse être réaliste. Alors, on a convenu avec l'inspecteur général pour qu'on puisse conjuguer les efforts, travailler en synergie, parce qu'eux, ils sont des spécialistes en la matière. Nous allons mettre notre expertise sur le plan judiciaire. Cette conjonction des efforts va permettre à l'État congolais d'appliquer avec des moyens conséquents les politiques publiques et ainsi répondre à la vision du chef de l'État d'un Congo doté d'un budget à sa dimension. Après avoir reçu dernièrement par le chef de l'État pour parler du secteur minier, le président de la Chambre des mines de la FEC est revenu sur cette rencontre. Les grands opérateurs miniers se sont dit satisfaits des échanges avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre et certains membres du gouvernement sur les grandes questions qui troublent le bon fonctionnement de l'industrie minière en République démocratique du Congo. Louis Watoum, président de la Chambre des mines, qui a conduit la délégation des opérateurs miniers, explique. Et auprès du chef de l'État également, nous avons trouvé une oreille très attentive. Nous avons convenu que la TVA à l'importation sera supprimée. Elle est déjà supprimée de ce fait, en fait. Nous avons obtenu aussi l'accord de principe avec le gouvernement de passer à une TVA comptable, sur le principe du moins, une TVA comptable. Cela empêchera les débours en espèces avec des problèmes de remboursement qui se sont posés jusqu'aujourd'hui. Ce que nous avons pu aussi obtenir et nous mettre d'accord, c'est l'arrêt des poursuites
et des tracasseries dont sont victimes les membres de l'industrie minière. Nous avons également obtenu de créer une structure de consultation entre la commission ECOFIN et la Chambre des mines pour pouvoir discuter de tous ces sujets qui fâchent. Donc dans l'ensemble, nous avons pu faire de grandes avancées. Il y a encore du pain sur la planche, il y a encore des sujets à discuter. Mais le plus important, c'est que nous avons créé ce cadre de dialogue. Mais je tiens aussi à rappeler à tous nos membres de l'industrie minière ce que j'ai dit au chef de l'État hier. Nous ne sommes pas un syndicat de crime. Nous n'allons pas cautionner ou défendre ceux de nos membres qui sont en marge de la loi. Nous devons être des entreprises citoyennes. Le ministre du Tourisme vient de lancer la deuxième phase de la numérisation du projet d'appui au développement et de la promotion du tourisme en RDC. C'est là pour faciliter le contrôle des unités touristiques. Marthe Mangaza pour les reportages. Après un brillant succès de la première phase qui a concerné les compagnies aériennes, la deuxième va consister à digitaliser le secteur HORECA en les rendant plus compétitifs pour la facilitation de la gestion du contrôle des unités touristiques et du paiement de la redevance. L'Office se met en orbite pour faire du tourisme notre métier et le vôtre, le secteur qui assurera le développement durable et harmonieux de notre cher et grand pays. Le président de ICOMESA, précurseur de ce processus, exprime toute sa satisfaction. A concerné le périmètre relatif aux billets d'avion, donc les agences des voyages et les compagnies d'aviation. Nous avons numérisé les secteurs pour permettre justement la simplification des procédures administratives, mais aussi surtout pour maximiser les recettes du FPT. Et donc maintenant nous passons à la seconde phase, c'est la phase qui concerne HORECA, donc les secteurs des hôtels, restaurants et cafés. Le ministre du Tourisme, Dr Yves Bonkoulouzola, a loué tous ses efforts avant de rappeler que le souci du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est celui de faire de la RDC l'une des meilleures destinations touristiques du monde. Sachant que le tourisme est un vecteur de croissance et pourvoyeur d'emplois pour le jeune et les femmes, c'est dans ces contextes que le ministère du Tourisme s'est employé à mettre en œuvre un plan d'urgence de relance du tourisme post-Covid-19 et dans lequel la numérisation est reprise comme axe stratégique. Le grand objectif de cette opération est celui de permettre la transparence dans la traçabilité et la réduction de la fraude. À l'issue de cette édition, vous suivrez une page magazine de la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale avec la délégation générale de la GSM sur la régularisation de la situation sociale des 4000 agents retraités. Parlons sport dans ce journal avec le ministre Amos Mbayo qui a échangé avec le caucus des sénateurs de la ville-province Kinshasa sur les stades municipaux. C'est parti. La problématique de la gestion des 4 stades municipaux construits à travers la ville-province de Kinshasa, ainsi que le manque d'infrastructures sportives adéquates en République démocratique du Congo, était au centre des échanges le mardi 8 septembre dernier entre le ministre des Sports Amos Mbayo Kitenge et le sénateur élu de Kinshasa qui ont profité de la clôture des vacances parlementaires pour prendre langue avec le ministre dans l'intérêt de la jeunesse kinoise en particulier et congolaise en général en manque d'espace sportif. Pendant nos randonnées parlementaires, nous nous sommes heurtés à un problème de la jeunesse, c'est l'accès aux stades municipaux, aux 4 principaux stades municipaux construits dans la ville. Les stades municipaux de Bandal, de Barumbu, de Matete et de Binza Delvo. Ces stades, les jeunes se plaignent parce qu'ils n'y ont pas accès. Non seulement ils n'ont pas accès, mais ils n'ont plus d'espace pour jouer, pour se divertir. Nous sommes venus poser cette importante question de la jeunesse au ministre des Sports. Et le ministre des Sports nous a donné toutes les assurances que dans le meilleur délai, ces stades seront à la disposition de la jeunesse. Une démarche qui s'avère salutaire pour tous,
D'autant plus que le stade de Martyrs, actuellement seul lieu de grandes rencontres sportives à Kinshasa, sera fermé pour raison de réhabilitation. Il est important de penser à ce bien construit pour soulager tant soit peu le jeune en manque d'installations sportives. Lutte contre le blanchiment d'argent en RDC, le vice-ministre de la Justice a échangé avec le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique. Ces derniers viennent d'étudier les voies et moyens à mettre en place pour faire face à ces fléaux. Reportage Gustave Chibumbu. C'est une délégation de haut niveau conduite par le secrétaire permanent du GABAC, groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, Gervais Mbata. En mission dans les États membres de la CEMAC, le GABAC est venu échanger avec différentes autorités de la RDC autour de son rapport sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme dans la sous-région. Ils ont souhaité que le vice-ministre de la Justice s'implique pour la ratification de l'accord entre la RDC et les GABAC, mais aussi la collaboration entre la CNRF et les différentes instances judiciaires de la RDC. Il y a certains dossiers qui ont été abordés, à savoir qu'en ce moment, la République démocratique du Congo est dans son processus d'évaluation de son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme par les pairs. Et ce rapport sera discuté dans les prochaines semaines. Donc, il fallait s'accorder avec les principales autorités de la République démocratique du Congo sur le modus operandi de cette action-là, afin qu'au terme de ces discussions, n'est-ce pas, la position de la République démocratique du Congo se trouve renforcée, déjà par les actions qui ont déjà été mises en œuvre au sein du pays, et puis éventuellement avec d'autres actions qui pourraient venir soutenir les efforts déjà mis en œuvre par le chef de l'État, la République démocratique du Congo, son gouvernement, pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et particulièrement la criminalité financière. Cette mission vient renforcer notre vision et notre lutte déjà engagée contre ces phénomènes, blanchiment d'argent, corruption et terrorisme, a indiqué Maître Bernard Takeshangumbi. Le vice-ministre de la Justice a rassuré ses hôtes de la volonté et la détermination du gouvernement congolais de collaborer avec cet organisme. Nous sommes en train de créer d'autres structures de lutte contre ces fléaux à l'interne et nous allons renforcer celles qui existent afin que la lutte soit efficace, a conclu Maître Bernard Takeshangumbi. Un protocole d'accord vient d'être signé entre la délégation syndicale nationale et la Société nationale des hydrocarbures du Congo sur la subvention d'un montant de 900 000 $ américains pour la redynamisation des Sona Hydroc. Part à cette cérémonie solennelle, le membre de la délégation syndicale nationale de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, réuni sous la présidence du directeur général de cette entreprise, Iber Miyimbi Luwawa, objectif procéder à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties, cela en vue de sanctionner la clôture de la réunion annuelle de 2019, couplée à la réunion semestrielle de 2020. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous venons de signer les PV sanctionnant la clôture de la réunion annuelle 2019, couplée à la réunion semestrielle 2020 que nous avons commencé depuis le 12 août, qui a pris 4 jours et aujourd'hui nous venons de terminer. C'est pourquoi nous signons le PV. Les résolutions que nous avons prises tous doivent être appliquées. Dès que ces résolutions sont appliquées, et ça fera de la Sona Hydroc une grande société telle que nous envisageons. L'attitude est favorable, que nous gardons l'esprit positif, et cet esprit que nous avons commencé avec dès le début, nous avons continué avec jusqu'à la fin. Nous disons sincèrement merci, grandement merci au chef de l'État pour ces gestes qu'il vient de poser à l'endroit de la Sona Hydroc pour la redynamisation de la société et qui fera l'intérêt non seulement du personnel, mais aussi de l'État propriétaire.
Très ravis de la réussite parfaite de cette cérémonie, les deux parties ont remercié tout d'abord l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour l'accomplissement de cette œuvre et ensuite, ils ont remercié sincèrement le président de la République pour son implication personnelle dans le bon fonctionnement de cette entreprise. Les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, Gulin Yembo, a lancé les travaux du centre multisectoriel à Kinkole, cela dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté. Willy Atunakov. D'ici quelques mois, cette vaste étendue de la vallée du majestueux fleuve Congo, située dans la périphérie est de Kinshasa, sera exploitée utilement par plusieurs activités telles que la pêcherie industrielle, l'agriculture mécanisée, l'élevage de gros et petits bétails et l'encadrement de jeunes aux métiers relatifs. Il s'agit d'une initiative privée, d'une ONG qui s'est dit déterminée à accompagner les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ONG dénommée Environnement transformé par l'assainissement et l'aménagement ETA, que coordonne Platini Chimpumpu en partenariat avec la cellule présidentielle de lutte contre la pauvreté, pilotée par J.D. Badi Bangaka Bongo, conseiller spécial du chef de l'État en charge justement de la lutte contre la pauvreté. Le lancement des travaux de ces centres multisectoriels de lutte contre la pauvreté a eu lieu mercredi 9 septembre 2020 sur ce site aménagé de Kinkole. C'était au cours d'une cérémonie officielle présidée au nom du chef de l'État par son directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et de reconstruction, Gulin Yembo, qui a procédé à la coupure du riba symbolique. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous prenons la parole ce jour pour procéder au lancement du centre multisectoriel de lutte contre la pauvreté. À noter que plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie inaugurale, dont quelques membres du cabinet du président de la République, le représentant du ministre de l'Agriculture, les représentants du PNUD, le bourgmestre de la commune de Ntsele et le chef coutumier Teke Umbu, qui a salué l'avènement sur son sol de ces projets à impact réel et visible, devant assurer la sécurité alimentaire, générer des emplois directs et indirects et booster le développement de la commune de Ntsele. Chose promise, chose due, le Fonds national d'entretien routier vient de boucler son financement pour l'entretien de voiries des 26 provinces. La Chopo, l'une des bénéficiaires, son gouverneur félicite la DG Georgine Selemani. Nous avons passé en revue l'état de cette collaboration depuis que je suis arrivé à la tête de la province. Bon, il y a eu des petits problèmes, d'incompréhension, des malentendus. Et nous avons mis à profit cet entretien pour dissiper ces malentendus et nous mettre d'accord sur une franche collaboration qui doit exister entre nous désormais et à partir d'aujourd'hui. Je dois d'abord remercier le FONER, en tout cas remercier sincèrement la haute direction du FONER pour ce geste, parce qu'il vient de poser en accordant à la province de la Chopo une enveloppe importante pour l'entretien de la voie urbaine. Et effectivement, ce montant va servir énormément parce que ça peut nous permettre de réhabiliter une bonne dizaine de kilomètres de routes dans la ville. Et c'est quelque chose de très important. Et nous allons tous, le FONER et nous mettre ensemble pour regarder la même direction désormais. Et je vais demander à la population, comme toujours, d'être vigilante et de veiller à ce que l'OVD qui reçoit ce montant puisse effectivement l'affecter à la réhabilitation de routes, parce que nous voulons que notre province, notre ville de Kisangani revête sa nouvelle robe. Après sa mission à Kindu, le secrétaire général du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, est arrivé à Kalima pour la redynamisation de sa famille politique. Odilon Kayuma. En provenance de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, où il a installé son quartier général, il y a presque une semaine, le secrétaire permanent du PPRD a atterri à Kalima, cité minière. Et des milliers des militants du Front commun pour le Congo FCC ont investi l'aéroport afin de témoigner à Emmanuel Ramazani Chadari leur soutien indéfectible, ici en tournée des redynamisations des activités de la plateforme chère à Joseph Kabila Kabange, autorité morale.
La présence d'Emmanuel Ramazani Chadari, cadre du comité stratégique du FCC, à travers cette démonstration de force, traduit en substance la reconnaissance de toute une formation politique vis-à-vis de la province du Maniema. Province, lors des élections de 2018, a donné plus de voix aux candidats du FCC, notamment à la présidentielle et à la législative. Je vous transmets les salutations de notre père, Joseph Kabila Kabange. Il vous porte dans son cœur et il vous oubliera jamais. Dans cette partie de la République, le secrétaire permanent du PPRD va organiser plusieurs rencontres avec les forces vives de Kalima, histoire, selon lui, de pénétrer leurs doléances et les transmettre à qui des droits au moment opportun pour obtenir au finish des solutions durables. Une nouvelle structure de l'Église de Réveil du Congo va voir le jour très prochainement. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par un regroupement des pasteurs. Gina Wabiwa. Elle n'est pas une organisation de plus, encore moins une plateforme qui vient élargir la liste des structures établies dans le mouvement du réveil en RDC. Ce nouveau regroupement qui va naître très prochainement se veut un cadre de rassemblement et d'accompagnement qui va réunir les églises, les ministères, les femmes et hommes de Dieu congolais. Nous ne voulons pas être une organisation de plus, moins encore une plateforme encombrante. C'est dans l'optique de réunir, d'accompagner, d'encadrer ceux-là qui, comme nous, voudraient redorer l'image ternie des hommes de Dieu que nous sommes. En tant que père spirituel, les ministres des cultes ne doivent pas être à la solde d'un camp politique ou d'un autre. Nous devons veiller à ce que les questions politiques et politiciennes ne divisent ni l'Église de Dieu, ni ses serviteurs que nous sommes, car un jour, nous rendrons compte à l'Éternel Dieu qui nous a appelés au ministère. Dans l'exercice quotidien de leur apostolat, les pasteurs rencontrent différents problèmes. Ainsi, cette nouvelle structure mettra en place des initiatives de soutien communautaire. Aujourd'hui, aller jusqu'à vouloir créer une mutuelle de santé pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs, ça sera une première, je pense. Aujourd'hui, l'État congolais nous reconnaît également comme non seulement une corporation, mais surtout une profession. Le fait de voir également comment est-ce qu'on peut aujourd'hui assurer aux pasteurs, aux hommes de Dieu, d'avoir accès à des cotisations au niveau de l'ex-INSS, ce sont déjà des choses qui sont très importantes. Cette structure qui va naître bientôt, va-t-elle se désolidariser de l'RSC ? Ce n'est pas une structure de plus, c'est une structure qui vient pour répondre à certains besoins. Ce n'est pas pour briser une relation quelconque. Dérive morale, respect de l'éthique, la commission disciplinaire prévoit tout. Il y aura une commission parce que la règle doit être toujours devant pour essayer de corriger certains abus, certaines déviations et certaines choses. On ne peut pas résoudre tout par la prière. Il y a des choses qui peuvent être résolues par l'organisation. Cette conférence de presse était également l'occasion de prendre publiquement position contre les abus enracinés depuis un certain temps au sein de la société et de l'Église de la RDC en général et du mouvement du réveil en particulier afin de sauver l'image des serviteurs de Dieu. Jonathan Bialoussouka, autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, appelle la communauté congolaise résidant à Kinshasa à l'unité. La mobilisation a été totale dans les districts de Tchangou. Cédric Enina. À chaque fois que l'occasion se présente, il met à profit celle-ci pour booster les morales de sa troupe. Tout est parti de la commune de Lancélé où Jonathan Bialoussouka Wata, autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, a présenté son remplaçant au Sénat, l'honorable Jean Mafuta, dans un contexte de ferveur populaire. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a été également l'hôte de la communauté des Féchis et celle de Kasongolunda, résidant à Kinshasa dans la commune de Massina. Ici encore, l'accueil était au-delà des attentes et ces visites qui créent un lien direct avec sa base sont également des moments d'échange, d'écoute, de conscientisation en dehors des pesanteurs protocolaires. Aux ressortissants de ces deux territoires de Kwango, ces leaders d'opinion incontestables a appelé à l'unité des Kwangolaises et Kwangolais, condition sine qua non
pour préserver l'atout majeur, la majorité sociologique du Congo à Kinshasa. Nous avons visité la communauté congolaise, territoire de Kassokolunda, dans le cadre de la redynamisation de notre parti et de notre communauté, puisqu'il y avait un message particulier à leur adresser. Vous avez vu l'accueil qui nous a été réservé, l'APG dans toutes les maisons. Bannir l'injure, la calomnie n'est pas céder à la provocation, seule manière de répondre à l'intolérance et à la barbarie, a-t-il ajouté. Terminons ce journal par cette inauguration de l'école Sainte-Victorine à Ilebo. C'est un projet d'envergure nationale et internationale qui prend naissance avec l'inauguration du groupe scolaire Sainte-Victorine, une école construite sur fonds propres de la fondation Victorine Luessé Bakwamoyo. Avant même son inauguration, cette école de 2 niveaux avec 18 classes, devenue un centre de référence à Ilebo, le groupe scolaire Sainte-Victorine, qui porte les noms de sa fondatrice, a été sollicité pour accueillir les élèves pour le TENAFEP et le déroulement de la session de l'examen d'État édition 2019-2020. Les sciences informatiques et la coupe et couture regroupent dans cette école plus de 2500 élèves dans une infrastructure ultramoderne avec plus de 500 ordinateurs, révolution technologique oblige et 300 machines à coudre pour l'apprentissage de la jeune fille au métier à Ilebo. De telles réalisations dans un territoire comme Ilebo, il faut être Victorine Luessé, surnommée Maman Sociale, pour le faire. Hymne national terminé, l'administrateur du territoire peut enfin couper les rubans symboliques sous les ovations de la population bénéficiaire. Son Excellence, sénatrice, trouvez ici nos félicitations et soutien indéfectible. Tout élu du peuple, disait Preda, qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter des outils d'une promotion optimale, mais l'amène des discours pervers enterre ses propres élections prochaines. 2 niveaux, 18 classes, les élèves d'Ilebo peuvent enfin étudier dans un environnement sain. C'est avec une vive émotion que la présidente de la Fondation Victorine Luessé prend la parole pour des louanges au créateur, lui qui a permis une telle réalisation dans un contexte économique difficile. J'ai un seul mot, ce mot s'appelle merci. Le mot merci résume tout. Cette école, c'est une expression de l'amour que je porte pour cette cité. Pour réaliser une telle œuvre, il faut avoir de l'amour. L'administrateur du territoire, lui, a invité les fils et filles d'Ilebo à emboîter le pas à la sénatrice Victorine Luessé, elle qui a compris que la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Un journal de Doris Mozo réalisé par Bijou Kataris et Ignace Chibangu. Diane Balak qui a concouru à sa rédaction. 22h, retrouvé Oscar Malkaïj. Excellente soirée. Au revoir.